on va bien préparer son projet agile, donc on va essayer de bien préparer cette conférence. Donc on va démarrer tranquillement. Voilà, un petit mot sur les sponsors. Moi, je suis également organisateur d'une conférence, enfin pas cette année, mais j'ai été organisateur d'une conférence à Grenoble. Je sais qu'on ne peut rien faire sans les sponsors, donc vraiment, je mets le slide toujours avec grand plaisir. Voilà, donc si vous êtes des sponsors, merci à vous. Un petit mot sur moi. Voilà, c'est un peu tout ça. Moi, je suis tombé dans l'agilité il y a à peu près une dizaine d'années. Je suis très bien dedans. Donc tout va bien. Voilà, je suis indépendant. Et puis je suis connu aussi comme étant un joueur. Voilà, donc là j'ai le t-shirt d'Agile Game France. C'est une petite conférence de 2 jours qui se passe en février, qui est assez magique, où on fait que jouer. Voilà. Et pour ceux qui sont joueurs également, cet après-midi à 16h, j'ai un jeu qui s'appelle le Big Payoff sur la gestion de portfolio. Voilà, on va jouer pour voir ce que ça donne avec des projets agiles. Donc, aujourd'hui, on ne va pas parler de tout ça. Je vais vous présenter Jules. Voilà. Jules, tout va bien, Jules. Ah oui, quand on m'a dit que c'était une session pour débutants, alors je sous-titre. Donc c'est un cochon. Bon, plus sérieusement, vous savez, c'est la métaphore des poulets et des cochons. On dit souvent dans l'agilité, on travaille avec les cochons, c'est les cochons qui nous intéressent. Pourquoi? Parce que la petite blague, c'est la poule qui va voir le cochon, qui lui dit « Tiens, cochon, si on ouvrait un restaurant ?» Alors, le cochon dit « Ah ouais, c'est une bonne idée, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler Qu'est-ce que tu penses de omelette au lard ?» Le cochon réfléchit, omelette au lard. Il dit « Non, ça ne me va pas parce que moi, je serais vraiment engagé et toi, tu seras qu'impliqué. » Effectivement, le cochon va donner un bout de lui-même alors que la poule, elle va filer un œuf. Ce qui est plus cool. Donc, c'est la différence entre l'engagement et l'implication. Et donc voilà, c'est une histoire de Jules tout bête. Voilà. Jules est super content. Il y a plein d'autres cochons autour de lui, tout va bien. Il travaille dans une équipe agile, c'est cool. Il aime bien ça, etc. Il est content, ça marche. Il fait plein de trucs. Il a des cérémonies. Il y a tout ce qu'il faut. Et pourtant, le projet de Jules est un échec. On se plante complètement. Ça a raté. Donc, bon, c'est embêtant. Et puis, pour Jules, Jules, ça peut être même assez grave parce que Jules, il était heureux et peut-être que ça va mal finir. On ne sait pas ce que va devenir Jules, mais ça peut être grave. Alors après, bien sûr, on va se poser des questions. Ah, mais le projet est un échec. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on va essayer de chercher, on va essayer de regarder est-ce que c'était trop compliqué, est-ce qu'on n'avait pas les bonnes personnes, etc. Parfois même, on va dire que c'est l'agilité qui ne marche pas. Hein. C'est une façon, comme ça, personne n'est coupable, puisque c'est l'agilité qui a raté, bien sûr. Bon, il ne faut pas exagérer, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui est intéressant, et c'est un petit peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, et si simplement le projet de Jules avait mal démarré. Et peut-être que c'est là la cause. Donc, il y a des choses intéressantes. Il y a Ackman qui est un sociologue qui a étudié pendant 40 ans les groupes et les équipes. Et il explique, il a un principe, 60-30-10, et il a un peu une métaphore de la fusée. Donc, il explique qu'il y a un gros lanceur. Le premier étage, c'est le truc qui envoie la fusée. Le deuxième étage prend le relais au bout d'un moment. Et puis, bien sûr, il y a la précision et puis la charge utile, c'est celle qu'a le satellite qui nous intéresse, qui est tout en haut. Et il dit, par contre, attention, métaphore de la fusée, quand vous l'avez lancée, c'est très, très difficile de la faire changer de cap. Donc, pour lui, il a un principe. Il dit, très souvent, les projets ratent, ou quelque chose rate, parce qu'en fait, vous n'avez pas d'équipe. Vous avez un groupe, mais vous n'avez pas réussi à constituer une équipe. Et il dit, pour constituer une équipe, il y a 60% des causes de succès d'une équipe qui se décident avant même que l'équipe soit mise en place. Alors, je vais vous détailler tout ça. Après, il dit, il y a 30% qui sont au démarrage, et en fait, le succès après le démarrage, il n'y a que 10% des paramètres qui contribuent au succès. Ensuite, donc on a quand même 90-10, donc on se dit effectivement, faut peut-être faire attention à ne pas rater. Pas rater avant et puis pas rater le démarrage. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc 60% avant le démarrage. Là, il explique qu'il y a 3 paramètres, Ackman, et sur lesquels on n'a pas toujours des actions. Il dit,
l'efficacité des leaders. C'est-à-dire que si les gens que vous allez mettre dans une équipe travaillent dans un contexte avec des leaders qui sont reconnus, avec des leaders qui sont efficaces, qui donnent des bonnes dynamiques, qui orientent les décisions dans une direction qui a du sens pour les gens, etc., etc. Donc s'ils sont efficaces, donc ça contribue énormément. Le deuxième paramètre, c'est quand vous donnez un objectif, il faut qu'il soit challengeant mais atteignable. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est quand vous avez décidé de lancer quelque chose. Si vous donnez un objectif inatteignable, ben, de toute façon, ça risque d'être une cause d'échec. Et puis le troisième paramètre, qui est quand même la compétence des équipiers. Effectivement, les profils, les compétences, l'expertise, etc. Donc ça joue. Alors, dans l'agilité, on n'a pas forcément tous les moyens d'agir sur tous ces éléments-là. Enfin, on parle beaucoup de choses autour de l'efficacité des leaders, avec du servant leadership pour les managers agiles, avec des choses comme ça, donc des managers au service de leurs équipes, pour essayer de créer cette dynamique. Bon, sur les challenges et sur la compétence des équipiers, c'est des choses, par exemple, des formations pour la compétence des équipiers ou du travail en binôme sur des projets avant pour que les gens soient montés en compétence, etc. On n'a pas forcément tous les outils. C'est quand même 60% du démarrage, il faut y penser, mais moi, je vais essayer aujourd'hui plutôt d'aller focaliser sur les 30% de démarrage. Voilà. Les 60% sont intéressants, mais on va essayer de regarder les 30% de démarrage. Avec deux axes, un axe produit, un axe équipe. Donc à chaque fois, pour chacun des axes, je vais essayer de vous donner quelques techniques qui marchent, donc vous faire penser à quelque chose, et quelques techniques qui marchent. Alors, faisant l'axe produit, effectivement, savoir ce qu'il faut faire et pourquoi le faire. J'aime beaucoup cette image, parce que je pense que le type qui a dit ils ont tous des 6 coups, et si on faisait un 48 coups, on serait vachement plus fort. C'est sûrement une très bonne idée. Dans un duel, je ne suis pas sûr que le 48 coups soit plus efficace, parce qu'à manipuler, ça va être un peu lourd. Mais sinon, l'idée est bonne, hein, d'avoir un 48 coups et d'un 6 coups. C'est quand même intéressant. Hein. Voilà. Donc, savoir pourquoi le faire, il faut le faire. Donc, il y a différentes techniques. Donc, il y a des choses, effectivement, commencer par travailler sur vos utilisateurs. Ça, c'est l'axe produit. Pour qui vous allez faire ce produit et pour quel bénéfice. Donc là, je vous mets une technique, par exemple, qui s'appelle la technique des personas. Donc, si vous la pratiquez, c'est intéressant. On essaye de donner un petit peu de corps à ces utilisateurs. Donc, on leur donne un prénom, il s'appelle Steven, il s'appelle Roger, on met une petite photo, on donne un petit background, on explique qui ils sont. Et puis après, on peut dire, par exemple, ce qu'ils aimeraient avoir dans le produit, ce qu'ils n'aimeraient pas avoir dans le produit. On essaie comme ça de les caractériser. Ce qui est très intéressant, c'est que ça va être utilisé non seulement au niveau métier pour peut-être faire découvrir, enfin, comprendre un peu mieux qui sont les utilisateurs, et ça va être utilisé aussi au niveau des équipiers quand ils vont réaliser. Il y avait un projet que j'ai accompagné et quelqu'un, à un moment donné, avant qu'il passe en agilité, il y avait, dans une spec, il y avait marqué « On validera la saisie avec la barre d'espace ». Ça arrive côté développeur qui dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On ne valide pas une saisie avec la barre d'espace ». Donc, il code « Validation avec la touche entrée ». C'est livré à l'utilisateur qui hurle, qui dit « Nom de Dieu, je vous avais demandé de valider avec la barre d'espace ». Et il dit « Ben oui, mais ça ne se fait pas, la barre d'espace ». Et il dit « Si. Moi, mes gus, c'est des manutentionnaires. Ils déplacent à peu près 10 à 15 tonnes de matériel tous les jours. Ils ont des gants de manutention qu'ils n'enlèvent pas de la journée. Quand ils veulent utiliser cette partie de l'application, ils badgent, parce qu'ils ont le long là et le lecteur est à la bonne hauteur, ils badgent et ils valident. Ouais, et ben avec le coude, c'est beaucoup plus facile de choper la barre d'espace que choper la touche entrée. D'accord. Quand vous avez expliqué ça à un développeur, mais c'est bon, c'est bon, il a compris que le persona, c'est les manutentionnaires, etc., etc., plus jamais il va faire l'erreur. Donc ça, c'est un intérêt, les personas, aussi pour les développeurs, à leur donner de l'information sur les utilisateurs. D'autres techniques que vous pratiquez peut-être ou pas, il faut vraiment établir la vision. Donc on a des outils type Sharp Produit, c'est la partie à gauche, ou type les lignes Canva, qui sont très très intéressants. Alors après, on vient piocher celui qui nous intéresse, enfin celui avec lequel on est le plus à l'aise. La charte produit, c'est des choses assez simples. Hein, on essaie que ça tienne en une page. Voilà, et on essaie d'avoir des choses, par exemple un pitch.
Vous savez, le discours de l'ascenseur, l'élévateur pitch, la petite phrase qui fait 5-6 lignes et que l'on peut dire en 20 ou 30 secondes pour expliquer pourquoi on fait le projet. Moi, je dis toujours aux équipes, j'aimerais bien que du métier jusqu'au développeur, tout le monde soit capable de dire ce pitch. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc pour le métier. Ça va partout. Et donc, bien sûr, il faut faire ça ensemble. Ensemble. D'accord ? Ça, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas réservé qu'à une seule catégorie. Par exemple, on va appeler ça le product owner ou des choses comme ça. C'est pour tout le monde. Ça sert partout. Si vous voulez bien démarrer un projet, si vous voulez commencer à transformer votre groupe en équipe, faites-les se rencontrer. Ça, il n'y a pas le choix. Et faites-les discuter ensemble, etc., etc. Ça donne du sens. Et on a besoin de sens pour pouvoir être efficace. Autre outil qui est intéressant également pour la partie produit, pour bien démarrer, parfois les product owners ont des soucis pour prioriser. Donc ils ont effectivement des demandeurs, des utilisateurs ou des représentants d'utilisateurs différents. Et donc ils reçoivent pas mal de demandes. Ils se rendent compte assez vite qu'on ne pourra pas tout faire. Ça, c'est un grand classique, hein, par rapport au budget, par rapport au délai qu'on avait envie, etc., etc. Donc, ils vont faire des arbitrages, ils vont faire des choix. Et à chaque fois qu'ils font un choix, un demandeur vient mettre la pression en disant « mais moi, je suis plus important quand même. Moi mon truc est plus important, il faut le faire, le mien. » Et puis l'autre dit pareil, l'autre dit pareil. Alors, il y a différentes techniques. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est ce qu'on appelle un modèle de valeur. Je vous incite à réfléchir à ça. Ce n'est pas la valorisation de chacune des features ou des choses comme ça, hein. C'est juste avoir un modèle explicite. Si vous êtes product owner, rendez visible à l'extérieur vos critères de choix. Ça, c'est ce qu'on appelle la note sur 20. Il y a un certain nombre de critères. La somme des notes fait 20. Et à chaque fois que vous avez une demande, vous la passez dans la moulinette. Et vous avez une note entre 0 et 20. C'est intéressant. Ça se fait bien sûr avec les sponsors, avec les stakeholders, enfin, etc. Enfin, tous les gens qui sont concernés. Ça, c'est dans une entreprise. On avait fait ça il y a déjà plusieurs années maintenant. C'est pas gravé dans le marbre non plus. C'est écrit peut-être pour 6 mois et puis on pourra le réécrire différemment après parce que la stratégie de l'entreprise bouge. Et je me rappelle, dans cette entreprise, le PDG avait vu chez un concurrent une application qui avait l'air vraiment géniale. Il est arrivé, il a dit à son DSI, wow, il nous faut ça, en gros, je veux pareil. D'accord. Et à cette époque, ils l'ont passé dans la grille. Il a eu 4 sur 20. Parce que non, ça ne faisait pas gagner de temps aux utilisateurs. Non, ça allait en fait toucher plusieurs services. Donc non, ça marquait 0,0. Il a eu 4 sur 20. Et le PDG lui-même a dit, je ne suis pas prêt de l'avoir. Mais dans le bon sens, on avait rendu explicite les règles d'arbitrage, enfin de choix, de priorisation. Alors il y a plein d'autres techniques, mais je vous incite à réfléchir à ça, c'est des choses qui marchent bien, être explicite. Bon, la roadmap, vous allez en avoir besoin, je suis toujours côté produit. Effectivement, des techniques intéressantes que vous pratiquez peut-être ou pas. Une que j'aime particulièrement, c'est le story mapping. Ce n'est pas la seule qui existe. Donc, ça va simplement... on va aller mettre, effectivement, essayer de voir, travailler sur l'usage, la façon dont les utilisateurs, par exemple, si vous avez des personas, ça c'est intéressant, vous les réutilisez. Et on va aller sur l'usage, dans le temps, qu'est-ce que fait mon utilisateur avec le produit. Donc on va découvrir tout ça. Donc ça, par exemple, c'est les post-it rouges en haut, et puis après, donc on va appeler ça des features, si vous voulez. Et puis après, on va descendre. Les post-it qui sont en dessous, on commence à voir apparaître des stories. Pas encore tout à fait écrit sous forme de story, mais c'est pas mal. Et puis on joue après en termes de priorisation. Là, ici, si vous voyez, dès qu'il y a une petite case dans une colonne, dès qu'il y a un espace vide, c'est qu'on a considéré que ce qui était en dessous était un peu moins prioritaire. Donc en particulier, ce qui est tout en haut, ce qui est collé là-haut, on pourrait dire que c'est un MVP, ça commence à être un minimum viable product, si c'est des termes que vous connaissez, c'est-à-dire c'est vraiment le minimum de ce qu'on peut faire, de ce qui a de la valeur pour l'utilisateur. Voilà. Donc après, on le fait de différentes façons. Voilà. Là, vous voyez, on a bien priorisé, parce qu'on a bien tout aligné en dessous, on voit bien la différence entre ce qu'on va faire tout de suite dans la V1, le MVP, et puis ce qu'on fera un peu plus tard. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas, hein. Mais là, quand vous travaillez avec des métiers, il y a vraiment un message à passer. Il y a un métier un jour qui m'a dit, on faisait l'exercice, il me dit, Alex, je vais te faire confiance, mais chez nous, quand on descend un post-it, on ne le revoit jamais. Sous-entendu,
Voilà. Généralement, comme les projets ne se passent pas bien, comme il faut taper dans le périmètre, les post-it qu'on a descendus, ça veut dire qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Et un autre m'a dit, il n'y a pas très longtemps, l'exercice est bien, mais c'est peut-être un peu risqué, parce que si on montre qu'on n'est pas obligé de tout faire, peut-être qu'on aura du coup que la moitié du budget. On partait d'un budget, mais si finalement on vous coupe le budget en deux, bah forcément vous avez un problème. Donc à manipuler, il peut y avoir des effets de bord, mais l'idée c'est bien sûr de dire on descend ce qu'on l'on fera plus tard. Ce que l'on descend, c'est pas ce qu'on ne fait pas, d'accord, mais on priorise. Voilà, et puis on travaille comme ça tranquillement avec des petits post-it, etc., et ça se remplit. C'est très dynamique, moi j'aime bien, c'est assez simple. On colle des post-it sur le mur, hein, sur un tableau. Si vous ne pratiquez pas ça, c'est intéressant. Il y a un atelier aujourd'hui, je ne sais plus à quelle heure, fait par l'équipe des Podojo, les dojos pour les product owners, qui font un atelier story mapping de l'extrême. Enfin, vous regarderez dans le programme, mais si vous voulez pratiquer, ça sera une bonne idée. Voilà. Après, vous allez devoir, à partir de là, rédiger des exigences, rédiger les stories. Moi, je pratique de plus en plus une technique Podojo, c'est-à-dire qu'avant de demander au product owner de s'attaquer à l'écriture des stories, et juste en lui montrant une story, c'est en tant que je veux pour et débrouille-toi avec ça, on fait des ateliers. Donc il y a un atelier USTA, donc qui vient pareil du Podojo, qui est fait là aussi aujourd'hui d'ailleurs, à Montpellier, et qui permet, on fait des binômes, on écrit tous la même story, et après on partage. C'est un dojo. Un dojo, vous savez, c'est un lieu où on vient s'améliorer. On vient pratiquer un art martial, un sport pour s'améliorer. C'est la même chose. Le dojo pour PO, le Podojo, c'est une zone, de pratique. Et on s'enrichit énormément. Parce que, bien sûr, comme on travaille sur la même story, on a des façons différentes de le rédiger. Et donc, on s'enrichit énormément sur l'écriture des stories. On est nettement plus efficace si on est product owner quand on doit écrire ses stories. Petit truc sympa, n'hésitez pas à embarquer vos métiers dans un Podojo. C'est un atelier, c'est une espèce de jeu, enfin c'est un atelier. Et les métiers, vous commencez à leur apprendre un petit peu ce que c'est que le principe de la user story. Ça peut être sympa, c'est très efficace. Et puis bien entendu, des choses simples, mais toujours sur le produit. Une des difficultés quand on passe à l'agilité, c'est d'arriver à sortir les développeurs du mode exécutant. On leur a appris pendant des années à coder des specs. Ils sont donc souvent passifs. C'est des exécutants. On dit parfois le truc qui m'énerve le plus, c'est qu'ils pissent du code. Vous l'avez déjà entendu, je l'entends encore dans les entreprises, c'est super énervant, mais voilà, on l'entend. Donc là, on est vraiment dans un mode en bas, en plus, on dit en bas, ils pissent du code, d'accord. Vous avez tout pour réussir dans ces cas-là, s'il y a ce type de message. Donc sortir les gens du mode exécutant, sortir les développeurs, les équipiers du mode exécutant, leur faire réfléchir à ce qui se passe, etc., proposer des idées, challenger ce qui arrive du product owner. Le meilleur moyen, emmener les équipiers sur les sites utilisateurs. Alors parfois ça coince. Bon, la semaine dernière, j'étais chez un client qui a une couleur entre le rouge et le jaune, et qui fait des télécoms. Je ne vais pas redire son nom. Hein. Et donc, on faisait un travail avec des product owners, et à un moment donné, j'ai dit, mais l'équipe, là, elle est déjà, parce qu'elle est déjà en place depuis quelques temps, je dis, mais elle est allée voir le produit chez les utilisateurs. Ils me disent, ah ben non, ils sont trop loin. Je dis, ils sont trop loin. En venant, j'ai vu une boutique Orange, et le produit qu'ils développent est utilisé dans les boutiques. J'ai dit, mais elle est à 300 mètres. Comment ça, ils sont trop loin? Ah non, non, ils sont trop loin, tu ne te rends pas compte. Pour avoir le droit d'aller dans les boutiques, il faut passer 5 niveaux d'autorisation. Ah, je comprends qu'elle est loin, en fait, dans la structure de l'entreprise. Bon, après, je leur ai dit, et on ne peut pas hacker le truc. Il y a sûrement des gens d'Orange dans la salle, vous avez oublié que j'ai dit ça, bien sûr. Mais puis, il ne faut pas généraliser. Hein. J'ai donné un nom de client, ce n'est pas généralisé. Mais voilà. Mais ça a une valeur énorme. Quand un développeur, il voit comment on utilise son produit, non seulement ça donne du sens, généralement ça lui donne la pêche, et en plus il comprend des trucs. Quoi. Ah, mais vous l'utilisez comme ça? Mais c'est pas ce qu'on avait imaginé. Ah. Et vous l'avez très souvent, ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le produit. À la partie produit, plein de choses à faire. Plein de choses à faire avec des techniques agiles. Alors, je ne sais pas si vous les connaissiez ou pas, mais voilà, on arrive à dérouler comme ça et on finit par avoir
des choses qui vont s'appeler un product backlog, qui va nous permettre, d'un point de vue produit, de démarrer le projet. Donc ça, c'est dans la phase de démarrage. C'est un aspect équipe. Je vais revenir sur les travaux de Hackman. Il y a effectivement des choses très importantes. On a dit 30% au lancement du projet sur la constitution du groupe en équipe. Voilà. Donc là, on va essayer de faire des choses aussi intéressantes. Donc, sur ces 30%, il y a 4 paramètres qui contribuent au succès, enfin 4 paramètres principaux. Donc, la connaissance des autres, les uns des autres. Donc, d'accord, l'équipe a besoin de se connaître. La répartition des responsabilités. Dans une équipe, c'est important de savoir qui fait quoi, comment, etc. etc. Des codes de conduite. Qu'est-ce qui est autorisé ou pas dans l'équipe, entre nous, au sein des équipiers. Et les dernières choses qui sont effectivement les attentes individuelles de chacun et voir comment ça va réussir à s'intégrer dans l'équipe. Donc ces paramètres-là, il y a des ateliers, des techniques que je trouve très intéressantes à pratiquer au lancement d'un projet. Donc on va bien sûr avoir des choses, j'y arrive, apprendre à se connaître. Mettre les gens dans un même bureau, c'est une étape, c'est bien, c'est pas toujours faisable, c'est pas toujours possible. Eh ben pourquoi pas pratiquer. Je ne sais pas si ceux qui connaissent la technique du Product Box, qui est normalement une technique, c'est un innovation game. C'est une technique qui est utilisée pour essayer de demander à des métiers de définir ce qu'ils attendent sur le produit. Donc on dit par exemple aux utilisateurs, aux métiers, vous imaginez que le produit qu'on va faire, il est dans la boîte. Comment vous concevez la boîte? Qu'est-ce que vous mettez sur la boîte d'un point de vue marketing, si vous voulez, pour qu'on ait envie de l'acheter si on passe dans un supermarché? Donc ça, c'est généralement un atelier dont on se sert en avance de phase quand on réfléchit à un nouveau produit. Moi, je vous propose de faire une product box de l'équipe. Je le fais assez souvent. Je dis à l'équipe, vous êtes dans la boîte. Qu'est-ce que vous mettez sur la boîte pour donner envie qu'on vous achète? C'est la métaphore. D'accord? Mais en gros, c'est quoi vos forces? Qu'est-ce que vous allez mettre en avant, etc. La discussion est très, très intéressante. La discussion, les échanges entre les équipiers permettent de se connaître. Chacun donne un peu des attentes individuelles. Ça va se transformer en attentes d'équipe. Il y a des choses qui sont sur la boîte. Il y a des choses que l'équipe aura décidé de ne pas mettre sur la boîte. Toute cette discussion va vraiment aider à la discussion, à la construction de l'équipe. Ce n'est pas la seule technique, hein, mais celle-là, elle peut être, en plus, elle est un peu ludique, elle est un peu sympa. En agilité, en particulier en Scrum, on dit souvent, on demande aux gens de s'engager. Alors ça, c'est super compliqué. Parce que nous n'avons pas la même relation vis-à-vis de l'engagement. Enfin, chacun d'entre nous a une relation différente vis-à-vis de l'engagement. Il y a un petit jeu que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui vient en fait de l'analyse transactionnelle même. Dans l'agilité, on vient piquer des trucs à droite, à gauche. C'est pas un souci. Et c'est le jeu des cubes. Le jeu des cubes est très très intéressant. Vous mettez des petits cubes qui font 1 centimètre de diamètre et vous demandez à chacune des personnes sur un petit papier de marquer combien ils pensent pouvoir, la hauteur de la tour qu'ils pensent pouvoir faire en 1 minute. Donc chacun marque sur un papier, donc vous allez avoir 8, 12, 15, 20, je ne sais pas. Voilà. Bon, il y a un débriefing là-dessus, et puis après vous faites pratiquer. Et, alors, il y en a qui réussissent, il y en a qui ratent, etc. Enfin, il y a un système de notation de points. Plus vous engagez sur une tour haute, et plus vous marquez de points. Enfin, bon, je ne vais pas tout détailler le jeu. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'équipe se rende compte que les gens ne s'engagent pas de la même façon. Vous allez avoir celui qui a dit 10 et qui a réussi 12. Quand vous refaites un nouvel essai, il peut tout à fait dire « je m'engage encore sur 10 ». Ce n'est pas qu'il a tort ou qu'il a raison, c'est son mode de fonctionnement. Je sais que je fais 12, donc je m'engage sur 10. Il y a celui qui a réussi 15 et qui a vu que l'autre a demandé 16. Donc au deuxième tour, il demande 17. Parce que lui, sa relation à l'engagement, c'est « je veux faire plus ». Il y a donc tous les modes possibles. Et il n'y en a pas un qui est bon et un qui est mauvais. C'est ça qui est important de bien comprendre. Il n'y en a pas un qui est bon et un qui est mauvais. Mais on ne s'engage pas de la même façon. Il est important que l'équipe découvre. S'il y a des gens, même s'ils ratent 12, ils vont dire 14 parce que c'est leur mode de fonctionnement. Même s'ils réussissent 12, ils vont dire 10 parce que c'est leur mode de fonctionnement. Et je me répète, il n'y en a pas un qui est bon, il n'y en a pas un qui est mauvais. Mais il faut apprendre à se connaître par rapport à ça.
Après, vous faites aussi d'autres techniques. Ça, c'est l'individuel. Et vous leur demandez de s'engager en groupe. Et vous allez voir que les gens changent leur engagement, parfois ou pas. Quelqu'un qui avait tendance à se challenger assez fort individuellement, parfois, comme il est dans un groupe, il trouve que vis-à-vis du groupe, il ne peut pas prendre de risques pour le groupe, et il va réduire son engagement. Ou inversement. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment des choses intéressantes. Que vous utilisez cet atelier ou pas, il faut que les personnes se découvrent leur relation vis-à-vis de l'engagement. Parce qu'après, on va leur demander de s'engager en permanence, quoi. D'accord ? S'engager au daily stand-up, s'engager au début du sprint, s'engager. Et je me répète, hein, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de s'engager. Elles sont différentes. Découvrez-le avant de démarrer, parce que sinon... Les valeurs individuelles et les valeurs d'équipe. C'est compliqué, cet aspect-là. Et de plus en plus, je démarre avec des choses comme ça aussi, ce qu'on a appelé jeu des valeurs. On donne à chaque membre de l'équipe un jeu de cartes, ils ont tous le même, à peu près une 60aine de cartes, il y a différentes valeurs écrites dessus. Des choses, voilà, ça peut y avoir des valeurs ou des choses équivalentes, je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qu'est là, plaisir, simplicité, qualité, sagesse, harmonie, bref. On leur demande d'abord d'en garder la moitié. La moitié, c'est les valeurs qui leur correspondent. Il y a dedans des valeurs qui ne leur correspondent pas, donc ils mettent ça de côté. Une fois qu'ils ont fait ça, on demande un deuxième travail individuel. On dit, dans les valeurs que vous avez gardées, quelles seraient les 5 ou 6 valeurs que vous aimeriez voir dans l'équipe, voir sur le projet. D'accord ? Donc c'est les valeurs qui vous concernent, mais là, dans un contexte maintenant professionnel sur le projet. Donc ils en sélectionnent chacun 5 ou 6, voire 7 des fois, enfin bon, comme vous voyez sur la photo. Et après, on les met autour d'une table. Moi, j'aime bien dessiner une patatoïde au milieu, c'est le projet. Chacun met ses valeurs, met leur prénom des équipiers. Et maintenant, il y a une discussion entre les équipiers. Il faut maximum 5 valeurs au milieu. Quelles sont les 5 valeurs que tous ensemble, on a envie de trouver dans cette équipe ? Ça sera quoi les moteurs de l'équipe, si vous voulez ? Donc, la plupart du temps, ça vient de moteurs individuels, mais parfois, il y a des valeurs qui peuvent s'opposer. Donc, c'est aussi l'occasion de découvrir les autres. C'est pas qu'on a tort ou on a raison, toujours pareil. Hein, ça, c'est des choses perso. Donc, mais découvrir les autres. Et une fois qu'on a mis les 5 au début, moi, je demande souvent à l'équipe, vous savez, c'est comme si vous avez des enfants en maternelle, quand vous ne recevez pas plus des bulletins de notes, mais vous recevez des choses acquis, non acquis, en voie d'acquisition. Donc, je demande à l'équipe, sur chacune des valeurs qui sont gardées, est-ce qu'elle est acquise pour vous ? Enfin, si on est au début, on ne l'a pas encore, bien sûr, mais si on fait ça au milieu, on peut avoir des choses acquises, des choses non acquises, ou des choses en voie d'acquisition. Et 6 mois plus tard, vous pouvez revenir là-dessus, ou 3 mois plus tard, enfin, au rythme que vous voulez. On dit, OK, on avait ça et ça en voie d'acquisition, est-ce que vous pensez que maintenant c'est acquis ou pas ? Ou carrément, on a régressé, c'est même non acquis. Voilà, un travail sur amener des choses individuelles et voir comment on va se positionner dans le collectif. Donc ça, c'est intéressant à pratiquer. N'oubliez pas ce genre de choses. Définir les rôles, ça c'est la... Soyons clairs sur les responsabilités. Vous pouvez utiliser un petit atelier tout simple. Vous faites une matrice comme ça avec les différents rôles. Donc là, j'ai pris un projet Scrum. Donc j'ai un Product Owner, Scrum Master, des équipiers. Bon, il y a des experts, des coachs, des utilisateurs, des sponsors. C'est possible tout le monde dans la même pièce au même moment. Et vous dites par ligne, si vous êtes équipier, mettez dans un vertical ce que vous attendez des utilisateurs, ce que vous attendez du Product Owner, ce que vous attendez du Scrum Master. D'accord ? Chacun remplit les cases. Donc voilà, on a la double matrice, parce que comme ça permet de savoir pour un équipier qui attend des choses de lui. Alors il n'y a pas forcément qu'un seul post-it, hein, mais si vous attendez quelque chose de quelqu'un, dites-le. La personne pourra dire après, mais c'est pas à moi de faire ça. Enfin, je considère que c'est pas à moi de faire ça. Et donc la discussion est intéressante. Puis si vous laissez un trou, si vous laissez croire aux gens qu'ils attendent ça d'autres personnes, mais d'autres personnes ne le font pas, ça va mal se passer. Donc il faut être bien clair sur les responsabilités. D'accord. J'ai dit matrice des rôles, ça n'a rien à voir, c'est les responsabilités. Bref, enfin bon. Enfin, c'est bien les rôles sur la matrice, mais c'est la responsabilité. Pareil, un atelier qui est assez dynamique aussi. Voilà, chacun contribue et ça permet d'être un peu de la même façon explicite sur ce que chacun attend des autres. Il faut établir les règles de l'équipe. Ça, c'est des choses que l'équipe s'autorise à faire.
Donc là, on revient peut-être un peu plus sur les équipiers au niveau les développeurs, le Scrum Master, Product Owner, etc. Voilà. Pourquoi pas le faire en forme de géopardie, si vous n'avez jamais fait ça. Moi, c'est les techniques que j'utilise dans les rétrospectives ou à différents endroits. C'est Romain Couturier qui m'a fait penser à ça, celui qui dessine super bien. Au lieu de vous amener les réponses et vous demander aux gens de trouver les questions. C'est la technique du géopardie, quoi. Voilà. Donc, et vous pouvez tout à fait demander aux gens, donnez-moi des choses qui vont se passer pour vous si une règle n'est pas respectée. Donc vous donnez juste la réponse et vous demandez au reste de l'équipe de deviner qu'est-ce qui n'a pas été respecté et vous pouvez en faire une règle. C'est qu'une idée, d'accord? C'est une idée, mais travaillez sur les règles de l'équipe. Alors, je vais revenir sur Ackman parce qu'il a fait aussi d'autres recherches en particulier, il a fait des théories sur le coaching d'équipe et il dit faites attention à ne pas faire ce genre de choses trop tôt. Il y a des équipes, il y a des moments, il parle du début, du milieu et de la fin. Donc il y a 3 étapes dans la vie d'une équipe. Si vous faites une release de 3 mois, il y aura le début de la release, le milieu de la release à peu près, donc 1 mois et demi, et la fin de la release. Et il dit les équipes ne sont pas sensibles au même coaching au même moment. Donc en particulier pour définir les règles d'équipe, il dit si c'est trop tôt, les équipes généralement ne sont pas sensibles à ça. Donc ça ne sert à rien. Voilà. Donc pas le faire trop tôt. Mais il faut les avoir, ces règles d'équipe. Alors elles peuvent venir avec le temps, mais il faut les avoir. Voilà un petit peu les différentes choses. En conclusion, je dirais, je rappellerai la fable du diable et de la tortue. Nous avons une tendance à démarrer les projets agiles à toute vitesse, sous prétexte que l'agilité, justement, on n'est pas obligé de tout avoir pour démarrer. C'est vrai. Maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous ne mettez pas les équipiers à l'arrache dans une salle en disant « ça y est, vous êtes une équipe agile, c'est parti ». Prenez du temps, même si c'est des sous-traitants. Oui, vous allez payer les sous-traitants qui vont jouer au jeu des cubes, ils vont jouer au jeu des trucs, et ouais, je sais, mais c'est important, très important. C'est vraiment, je me répète sur les causes d'échec, 30% au démarrage, 60% avant, mais ça, il y a toute. C'est pas la partie que j'ai vraiment abordée aujourd'hui, mais au moins les 30% du démarrage, faites-le bien, prenez le temps de faire des choses pour que votre groupe se transforme en équipe. On a même aujourd'hui, on voit même dans certaines entreprises alors pas encore beaucoup en France, mais on commence à voir ça dans d'autres pays, où les organisations des entreprises ont complètement changé. Parfois, dans les entreprises, quand un projet arrive, on monte une équipe. Parfois, dans le métier du service, pour l'avoir pratiqué pendant des années, c'est les gens disponibles au moment où la commande arrive. On fait au mieux, hein, mais des fois c'est ça, bon, voilà, et ça doit partir. Donc, et ça ne marche pas bien. Il faut vraiment prendre le temps. Et donc, dans ces entreprises, pardon, j'avais perdu le fil. Dans ces entreprises, ils ont des équipes constituées qui ne bougent jamais, qui se connaissent, qui connaissent leurs valeurs individuelles, leurs valeurs d'équipe, qui savent comment ça fonctionne, qui ont l'habitude de travailler ensemble, et on leur amène des projets. Mais l'équipe ne bouge pas, on leur amène des projets. Et s'ils n'ont pas la compétence technique, on leur amène aussi un expert ponctuellement pour les faire monter en compétence sur la partie technique qui leur manque. Mais l'équipe ne bouge pas, parce qu'ils considèrent que c'est tellement difficile de construire une équipe, d'avoir une équipe qui fonctionne, ça a tellement de valeur, voilà. Ça contribue plus au succès que d'avoir peut-être juste même les bonnes personnes compétentes techniquement au bon endroit. On n'y est peut-être pas encore, mais c'est une piste de réflexion qui est très intéressante. Vous avez tous un collègue, vous savez, quand vous lui demandez un truc une fois, celui-là, il n'y a jamais besoin de lui demander une deuxième fois, ça va être fait. Ou il va vous informer s'il ne peut pas le faire, c'est nickel. Puis vous avez aussi un autre collègue, vous savez que lui, il est différent. Lui, il est débrouillard, etc. Mais alors, quand il vous dit un truc, si vous ne le relancez pas 3 fois, c'est sûr que ce n'est pas fait. Vous avez appris à travailler avec ces gens-là. Ils ne vont pas changer. Hein. Ils sont comme ça. Mais vous avez appris à travailler avec ces gens-là. Et donc, vous adaptez votre relation à cette personne par rapport à ce que vous connaissez de ses forces et de ses faiblesses. Ça prend du temps de connaître les gens, d'apprendre leurs forces, leurs faiblesses et de voir comment on fonctionne. Si à chaque fois que vous faites une équipe, il y a tout ça à redécouvrir. Prenez le temps au moins de bien démarrer.
À défaut, garder des équipes fixes. C'est une piste intéressante. Voilà, et si vous faites tout ça, ben Jules sera heureux. C'est quand même l'histoire de Jules au départ. Et il sera heureux longtemps. Voilà. Moi, je suis dans le timing. Nickel. On a même le temps peut-être de prendre une ou deux questions, si vous avez des questions ou des commentaires. J'avais une question par rapport à tous les exercices qui ont été mentionnés, notamment pour la matrice des responsabilités ou les valeurs. Après, quelles sont vos recommandations pour justement le pendant? C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux les afficher quelque part dans l'open space? Prendre aussi le temps sur les équipes qui durent de les réévaluer régulièrement? Ou voilà, s'il y a des conseils ou Alors, pas? sur la matrice des responsabilités, vous pouvez tout à fait l'afficher, il n'y a pas de souci. Et puis, faire une revue si ça bouge au bout de quelques mois, etc. Généralement, ça ne bouge pas beaucoup, celle-là. Sur les valeurs, on ne l'affiche pas. Sur les valeurs, c'est un truc pour l'équipe, ça a été fait par l'équipe. Quand on le fait, on essaye de pas qu'il n'y ait pas de spectateurs qui ne sont pas concernés, et ça reste dans l'équipe. Parce qu'en plus, on ne pourrait pas comprendre. Parce que si vous l'affichez, quelqu'un va passer et puis il va dire « Mais pourquoi vous n'avez pas mis qualité au milieu là? C'est n'importe quoi cette équipe. » Et il n'a pas vu toute la discussion, tout ce qui s'est passé, qui fait que, par exemple, qualité n'a pas été mis. Mais ça, c'est pas écrit. Donc surtout, ça, vous ne l'affichez pas. C'est pour l'équipe. Eh bien, je vous libère. N'oubliez pas de me faire un petit feedback sur la porte feedback là-haut, avec des petits stickers, je ne sais pas où ils sont, les petites gommettes, elles sont là-haut aussi, voilà. Moi, on aime bien ça, c'est une petite chose que vous pouvez faire pour moi, si vous avez envie de me faire plaisir, même si le feedback n'est pas bon, hein, c'est pas grave. Hein. Absolument pas un problème, bien entendu. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me le dire aussi, ça me permet de m'améliorer. Merci à vous.